Bonjour, j'ai avec moi Lucas Roxo aujourd'hui, qui est un jeune journaliste, qui est un ancien ou même, non pardon, pas un ancien. Vous avez participé et vous participez toujours à ce qu'on appelle des résidences de journalisme. Ce sont des formats de journalisme d'immersion dans les quartiers populaires qui visent à créer un lien entre un journaliste, un professionnel et un territoire. Aujourd'hui, Asia 2.0 est très intéressé par ce format de travail dans les quartiers populaires pour parler du racisme à l'égard des Asiatiques. Donc aujourd'hui, je vais vous demander un petit peu si vous avez suivi donc, les deux principales affaires qui intéressent les communautés asiatiques. C'est notamment la mort de Zhang Shaolin à Aubervilliers en 2016 et la mort de Liu Xiaoyao en 2017. Alors, la première affaire que vous avez citée, j'avoue que j'en ai rarement entendu parler ou j'ai pas suffisamment creusé peut-être. Pour ce qui est de la mort de Liu Xiaoyao, j'ai lu les articles qui ont été écrits à ce sujet, notamment par des médias spécialisés, et sans avoir trop creusé, j'ai un peu saisi quels étaient les enjeux en termes d'image et qu'est-ce qui a poussé les communautés asiatiques à engager des démarches après et à essayer de un peu reconstruire l'image médiatique de leur communauté dans les médias traditionnels. Par exemple, pour être plus précis, c'est donc le Parisien qui avait publié un article qui dévoilait une note secrète de l'IGPN qui aurait donc donné cette information que les manifestations étaient manipulées ou orchestrées par soit la mafia ou le gouvernement chinois de Pékin. Est-ce que pour vous, alors les Chinois donc, ont répondu tout de suite en boycottant le Parisien pendant une semaine dans les tabacs. Est-ce que pour vous, le Parisien a fait une faute ou est-ce que ça fait partie du métier de journalisme ? Alors moi, je n'ai pas la légitimité de dire tel ou tel média ou tel journaliste a commis une faute. Ce que je peux dire néanmoins face à cet événement, c'est que c'est intéressant de voir comment un média traditionnel comme le Parisien va travailler ou reproduire des représentations déjà ancrées dans la société française, et dans ce cas précis, c'est-à-dire le fait que les communautés asiatiques soient intégrées par des réseaux mafieux, qui est je pense une représentation que la France peut avoir sur les communautés asiatiques, une représentation stéréotypée bien entendu, mais du coup c'est intéressant de voir comment le Parisien, à travers la couverture médiatique de cet événement-là, reproduit des représentations stéréotypées ancrées dans un imaginaire collectif français. Donc c'est ça que je pourrais dire. C'est intéressant de voir que ce soit vrai ou faux, et ça, moi je peux pas le dire. C'est intéressant de voir à quel point il participe aussi à la construction d'un stéréotype sur les communautés asiatiques. Par exemple, plus récemment, il y a eu aussi une affaire de comptines chinoises, enfin de comptines de Chang le Petit chinois, et on a eu l'impression que cette fois-ci, c'était les médias qui commençaient à alerter la population d'un risque de censure en fait. Voilà, bon ça c'est une accusation qui est fréquente envers les antiracistes, mais là pour le coup que ça cible plus particulièrement les communautés asiatiques, et là cette fois-ci c'était Le Figaro qui a fait cette déclaration. Est-ce que pour vous, voilà, c'est encore une fois participer à... est-ce que cette fois-ci, il y a un enjeu dans les constructions stéréotypées ? Alors l'affaire de la comptine, effectivement, elle est intéressante parce qu'elle se superpose à toutes les polémiques qui peuvent avoir lieu en ce moment sur ces sujets-là. Mais à la fois, elle est différente puisqu'en fait, elle touche à des communautés qui sont assez peu représentées dans les médias traditionnels ou dans les structures ou organisations médiatisées ou visibles, qui sont les communautés asiatiques. Et où du coup, en fin de compte, l'enjeu à ce moment-là, il est plus dans la manière dont les communautés ou les militants antiracistes vont lutter pour se réapproprier un discours sur eux. Et ce qui est doublement le cas, puisqu'à la fois il y a la comptine qui offre un discours stéréotypé, voire même raciste sur les communautés asiatiques, et qui est en plus aggravé par le discours de médias institutionnels ou peut-être de tribunes ou d'éditorialistes qui ont pris la parole sur ce sujet-là, et qui vient en rajouter encore plus à une vision des communautés asiatiques qui ne vient pas des premières concernées. Et donc là, l'enjeu,
il est plus de comment, je pense, les communautés asiatiques vont créer un rapport de force sur le discours qui est fait sur eux et comment ils vont réussir à se réapproprier leur propre discours sur eux-mêmes. Et malgré tout, je pense que les affaires que vous avez citées au début et l'histoire de la comptine, elles ont participé à visibiliser les communautés asiatiques dans le débat public et à faire en sorte qu'elles se réapproprient leur discours, exactement comme des expériences médiatiques actuelles, comme le magazine Koi le fait par exemple. Donc, en ce moment, j'ai l'impression que l'enjeu il est là-dessus et que c'est quand même un tournant. Est-ce que vous pouvez me citer un journaliste engagé donc, d'origine asiatique ou engagé sur le racisme à l'égard des Asiatiques ? Non. Est-ce que, alors là, je vais vous poser une question plus précisément sur votre résidence de journalisme. Est-ce que vous avez déjà fait de la sensibilisation à la lutte contre le racisme pendant votre parcours ? Est-ce que je peux répondre à la question d'avant ? Parce que j'en ai un qui m'est venu en tête. Accordé. Il y a Antoine Chélan, qui est le rédacteur en chef de Click, qui est celui qui avait écrit une chronique contre le sketch de Gad Elmaleh et de Kev Adams, qui était un sketch raciste envers les Asiatiques, et qui avait écrit une chronique sur le site de Click. Voilà, ça m'est revenu. Merci. Et du coup, la question d'après, c'était est-ce que dans mes expériences d'éducation aux médias ou de journalisme, j'ai travaillé sur les questions de racisme, c'est ça ? Plus particulièrement pendant l'expérience de résidence de journalisme, puisqu'on sait que c'est un dispositif qui est particulièrement prestigieux. Est-ce qu'on vous donne cette opportunité ? Est-ce qu'on vous demande de le faire ou est-ce que c'est vous qui vous saisissez de l'opportunité ? Les résidences d'éducation aux médias, les résidences de journalisme et d'éducation aux médias, elles sont orientées au départ sur des thèmes ou pas. Mais donc il y a des résidences par exemple qui sont ouvertes qu'aux journalistes sportifs ou qu'aux journalistes culturels, et donc je pense que ces questions-là elles sont moins traitées. Moi il se trouve que dans mon parcours professionnel, c'est des questions qui m'ont intéressé depuis le début et sur lesquelles j'ai travaillé depuis le début, et je pense qu'à Roubaix, qui est une ville avec un passé ouvrier, un passé migratoire important, encore aujourd'hui il y a des descendants et des descendantes de l'immigration portugaise, italienne, mais aussi maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, et où du coup ces enjeux-là sont tout de suite mis sur la table par la jeunesse que moi j'ai rencontrée. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été choisi. C'est-à-dire que, comme j'avais déjà travaillé sur ces questions-là, et que j'avais produit des œuvres audiovisuelles qui participaient à réfléchir à ces questions-là, je pense que c'est pour ça que j'ai été choisi. Et les enseignants qui sont des animateurs ou animatrices en centres sociaux, m'ont sollicité spécifiquement sur ces questions-là. Ce que j'ai pu observer à ce moment-là, c'est que les jeunes de Roubaix que j'ai rencontrés vivaient très mal la manière dont ils étaient racontés et la manière dont ils étaient dépeints par les médias traditionnels, notamment parce qu'ils avaient l'impression que les médias traditionnels participaient à, si ce n'est construire, au moins à faire entendre un discours soit raciste, soit stéréotypé sur eux, sur leur ville, sur l'histoire de leurs parents. Et du coup, on a travaillé ensemble à comprendre comment se construisaient ces stéréotypes-là ou ces discours-là, et à comment on pouvait les déconstruire à travers des ateliers d'éducation aux médias. À propos de stéréotypes, pour les Asiatiques, en principal, on parle de minorité modèle. Pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque, minorité modèle ? Et moi, je suis d'origine portugaise, et donc l'immigration portugaise est aussi, je pense, sans vouloir comparer ce qui n'est pas comparable, mais une communauté, en tout cas en France, qui est considérée comme modèle, c'est-à-dire les stéréotypes qu'on va avoir sur les Portugais ou les descendants de l'immigration portugaise, c'est une immigration silencieuse, qui ne fait pas de bruit, qui travaille bien, qui travaille surtout dans les chantiers ou surtout en tant que femme de ménage. Donc voilà, c'est un peu les stéréotypes liés à l'immigration portugaise, et en fait c'est des stéréotypes qu'on pourrait considérer comme plutôt positifs, mais qui posent problème d'abord parce qu'un stéréotype positif reste un stéréotype raciste, et du coup en fait moi j'apprécie pas particulièrement par exemple quand on me dit que ma famille, mes grands-parents, etc. étaient des immigrés modèles. Et le deuxième élément pour lequel ça pose problème, c'est que c'est souvent fait pour opposer les immigrations entre elles, et notamment pour opposer les descendants de l'immigration en
France. Et donc là, ce seraient les immigrés portugais, ou les descendants d'immigrés portugais sont des immigrés, des descendants d'immigrés calmes, silencieux, qui ne posent pas de problème, en comparaison à d'autres immigrations, comme l'immigration maghrébine ou l'immigration post-coloniale française, qui, elle, serait une immigration à problème. Et moi, j'estime que c'est un raccourci qui est encore plus raciste que simplement les stéréotypes sur ces différentes communautés. Et du coup, ça me dérange toujours quand on fait ça, parce que du coup, c'est mettre des immigrations en opposition, alors qu'il y a peu de choses qui les rassemblent, qui ne les séparent. Merci beaucoup. Je vais finir. Oui, est-ce que je vais finir avec une dernière question sur le journalisme et le numérique. Est-ce que vous pensez finalement que la technologie numérique apporte un biais supplémentaire? Est-ce que la rapidité de l'information participe un peu aussi au renforcement des préjugés? En fait, pour moi, l'omniprésence des réseaux sociaux dans la manière dont l'information est écrite et diffusée au quotidien, elle crée différentes choses. Peut-être pour résumer, elle crée quelque chose qui peut être du domaine de l'indignation permanente, c'est-à-dire que comme les réseaux sociaux mettent en avant toutes les micro-polémiques qui peuvent être créées, on peut vite être perdu sous le flot de polémiques et du coup en perdre les enjeux. Après, pour moi, ça apporte quelque chose, le numérique, qui est que ça apporte un droit de réponse permanent, en fait. C'est-à-dire qu'auparavant, quand un média commettait une erreur ou quand un média participait à la construction d'un stéréotype, les personnes touchées parce que le média avait dit ne pouvaient pas vraiment réagir, ou bien il fallait engager une action de justice, ou c'était compliqué. Or là, avec les réseaux sociaux et avec la place des blogs et des podcasts, etc., le droit de réponse, il est permanent. Et du coup, il permet à des personnes qui sont éloignées de la sphère publique et médiatique de répondre, de proposer des contre-enquêtes et du coup de rétablir la vérité. C'est ce qui s'est passé, je pense notamment à un reportage sur le café de Sevran qui avait été diffusé sur France 2 avec la contre-enquête du Vendée Blog, et je pense notamment à un reportage de Bernard de Villardière qui était diffusé sur M6 sur la ville de Sevran, où il s'était fait un peu secoué par un groupe de jeunes de ce quartier de Sevran, et où en fait le groupe de jeunes, grâce aux vidéos qu'ils avaient prises sur le moment, a pu donner une autre vision de ce qui s'était passé à ce moment-là, et où on avait vu que le reportage de Bernard de la Villardière, par son montage, était mensonger sur ce qui s'était réellement passé. Donc pour moi, les réseaux sociaux et le numérique permettent ce genre de choses. D'accord, merci beaucoup. Alors pour finir, ça va être quelque chose d'un peu plus speed. Les Fast and Serious, tu connais? Oui, je connais les Fast and Furious. Je vais essayer de donner des réponses en un mot, ça risque de ne pas être évident, mais... Bon bah alors c'est parti. Pour toi, social ou politique? Politique. Sagesse ou courage? Courage. Complicité ou respect? Respect. Travail ou vocation? Les deux ensemble. Vocation. Information ou écriture? Écriture. Populaire ou universel? Populaire. Convergence ou intersectionnalité? Intersectionnalité. Éducation ou culture? Culture, parce que dans l'éducation, il y a quelque chose qui peut être potentiellement descendant, alors qu'une culture, c'est quelque chose de commun. Bilinguisme ou monolinguisme? Forcément bilinguisme. Pour finir, est-ce que tu aurais en tête le nom d'un militant que tu aimerais voir au Conseil national du numérique? Ok, il y a Diallo. Parfait.